Alors, on nous a dit que c'était au service du consommateur, puisque c'est ça l'idée, hein, au niveau de la directive européenne. En pratique, au niveau financier, on a vu que ça pouvait être une gabegie un petit peu au niveau financier. On nous annonce 8 milliards, mais en fait, personne ne sait vraiment exactement combien ça va coûter. Vous voyez cet article du Monde, là, du 6 octobre 2017, donc de Patrice Cahard, inspecteur général des finances honoraires. Donc, Linky, un gaspillage de 8 milliards. Je vous laisserai le lire, il est très intéressant, cet article. Il est également exposé ici. Voilà. Alors, la Cour des comptes, vous avez peut-être entendu parler de ça il y a 2 mois, a voilà, publié un rapport sur le sujet où elle disait diverses choses, mais le plus important, il me semble, c'est qu'elle annonçait qu'en fait, contrairement à ce qu'on nous a dit, on nous a dit que c'était gratuit, il y avait au contraire une sorte de deal qui avait été conclu entre Enedis et la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Et que ce deal voulait dire qu'en fait, on allait prélever sur nos factures, à partir de 2021, l'équivalent, au fil de l'eau, hein, donc d'accord, du coût du Linky, à raison d'à peu près 5% d'augmentation sur nos factures. Mais on nous rassure en nous disant que ça va être transparent pour nous, parce que d'ici là, tout le monde sera équipé, et tout le monde fera déjà tellement d'économies grâce au Linky, que ça sera neutre, voilà. Alors en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des prélèvements certains censés être compensés par d'hypothétiques économies. Vous voyez le rapport? Voilà. Alors, un élément en plus qu'on nous donne, c'est qu'il va y avoir un petit bonus. Hein, c'est dénoncé entre autres aussi par Que Choisir, mais la Cour des comptes l'a fait d'abord. En fait, Enedis se finance avec un prêt à 0,77%, mais va nous répercuter un taux d'intérêt plus important sur nos factures, donc il se gagne 500 millions de marge en plus du coût réel du Linky. Voilà, donc ça c'est l'idée. Voilà. Mais ce qui est très important dans ce rapport, moi je trouve, c'est les non-dits, c'est-à-dire ou les implications. Regardez par exemple cet article ici, donc de BFM Business. Pour la Cour des comptes, les compteurs Linky doivent faire plus pour le consommateur. Donc on n'est pas en train de remettre en cause la gabegie financière que ça peut représenter. Quand je dis gabegie, c'est parce que clairement on aurait peut-être pu mettre ces 5 à 8 milliards dans de la rénovation de logements passoires. Là on aurait vraiment été sûr de faire des économies. Et comme vous allez le voir, le postulat que ce système va nous permettre de faire des économies, il est basé sur, on va dire, des hypothèses assez fumeuses. Hein, on va le voir. En tout cas, ce qu'on nous demande là, c'est pas d'annuler le programme, on nous demande d'accepter d'en rajouter encore une autre couche, un deuxième étage à la fusée, si vous voulez. Et ce deuxième étage, il est prévu depuis bien longtemps. Hein, on a déjà une plaquette qui date de 2014 et qui explique en détail justement ce fameux petit boîtier complémentaire que vous voyez là, qui s'appelle émetteur radio Linky, comme son nom l'indique, il va émettre des ondes radio, là en tout cas c'est surtout des micro-ondes, et vous allez avoir à droite, vous voyez tout à fait à droite là, dans les Linky actuels, un petit module encastrable, déjà prévu, et qui va avoir en fait une action donc par micro-ondes de communication avec vos appareils électriques. Alors, ce n'est pas du tout évidemment comme ça qu'on vous les présente. On vous présente la chose comment? On vous les présente comme étant un appareil qui permet de notamment avoir un afficheur déporté. Vous le voyez là à gauche, c'est-à-dire un petit boîtier qui va vous permettre d'avoir en temps réel la consommation de vos appareils. D'accord? Un truc qui est censé vous faire des économies parce que vous allez avoir des bons réflexes suite à ça. Parce que vous allez voir instantanément, par exemple, que le toast que vous êtes en train de vous faire vous coûte 2 centimes d'euros. Voilà. Et donc vous allez vous dire, ça me coûte cher, je vais me faire moins de toast. Voilà, certainement. Mais là où il y a le hic, et monsieur, vous avez raison, c'est que en fait, il prévoit surtout, et ça c'est un des avantages pour eux, de reporter sur nos épaules les variations du coût de l'approvisionnement en électricité pour eux. Notamment de lisser ce qu'ils appellent les pics de consommation, c'est-à-dire aux heures de pointe, en hiver, le soir, quand tout le monde chauffe, tout le monde cuisine, etc. Ce qu'ils prévoient de faire, c'est qu'ils veulent que nous, on réduise notre consommation à ce moment-là. Parce que ça leur coûte cher de produire, vu que parfois il faut qu'ils achètent à l'étranger, et là du coup il y a évidemment des frais plus importants, ou alors il faut qu'ils redémarrent certaines centrales au charbon ou autres, etc., qui sont polluantes et surtout qui leur coûtent un peu plus cher. Donc on pourrait dire, bon, civiquement parlant, on pourrait faire de vastes campagnes d'information pour demander aux gens, s'ils ont une machine à laver, de ne pas la lancer à 7 heures du soir ou des choses comme ça. Mais on choisit plutôt la contrainte financière, et si ça ne marche pas, la contrainte de coupe directe. Ça s'appelle l'effacement des appareils. On va y revenir. Alors, pourquoi évidemment...
Oui. Vous invitez les amis, vous leur dites amenez votre bougie. Voilà. Amenez votre bougie. Voilà, oui, tout à fait. Ouais, ouais, voilà, c'est le progrès, comme on disait. Hein. Alors, ici, un afficheur déporté, il va vous donner à l'instant T votre consommation, mais en fait, il va surtout vous donner votre consommation de maintenant, ce jour-ci, ce mois-ci, cette saison, cette heure-là. Parce qu'il prévoit une variation avec au moins 11 tarifs chrono-horaires différents en fonction de la saison, en fonction du jour de la semaine, en fonction de l'heure. Moyennant quoi, ils sont en train de faire une vaste usine à gaz où vous ne vous retrouverez pas, savoir si votre facture a augmenté parce que vous êtes fait trop de toast à l'heure de pointe ou alors si vous avez d'autres soucis, quoi. Voilà, d'autres choses à adapter. Hein. Donc en pratique, je ne sais pas, vous verrez que votre toast, si vous le faites à 3 heures de l'après-midi, il vous coûte que 1 centime d'euro. Donc vous allez vous dire, je vais me le faire d'avance. Voilà, ça me coûtera moins cher. Bon. Alors, voilà à quoi ça ressemble un afficheur déporté, vous voyez? Bon, alors ça c'est le modèle anglais qui lui est fourni gratuitement, j'ose pas le dire, à travers les 11 milliards du système justement de déploiement là-bas, qui donc est là-bas très ouvertement annoncé comme prélevé sur les factures des clients. Il n'y a qu'en France qu'on a essayé de filouter plus ou moins en disant c'est gratuit. D'accord? Là, on a dit, ça sera prélevé sur les factures des gens. En Espagne aussi, ils ont été cash, ils l'ont dit direct, hein, c'était tout simple. Voilà, chez nous, on a essayé de dire, ça va être gratuit. Puis quand c'est révélé par le rapport de la Cour des comptes, là, on essaye de vaguement retomber sur nos pieds en disant, oui, oui, mais bon, il y aura tellement d'économies que finalement, ça sera quand même gratuit. D'accord? Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que vous passiez votre temps à regarder ce truc-là pour savoir si, je sais pas, votre bouilloire, elle coûte trop cher, vous faites... au lieu de vous faire un thé par jour, vous en faites un jour sur 2 ou des choses comme ça, quoi. Parce que s'il s'agit de simplement savoir que, je ne sais pas moi, un sèche-linge c'est énergivore, il n'y avait pas besoin de dépenser 8 milliards pour nous le dire, hein, parce que déjà on le sait, quoi. Hein, voilà. Pareil pour les congélateurs et tout ça, on sait déjà tout ça. Hein, et puis sinon, on le rappelle, on fait une campagne de com au niveau français, ça coûte moins cher, hein, quand même. Voilà. Donc, sachant en plus que... Alors, dans les émissions de Radio-Transparence, je parle souvent de toutes ces choses-là, mais dans une émission d'il y a à peu près un mois, j'évoque justement un article qui parle de ce projet en Angleterre et qui nous dit que British Gas et OVO, qui sont 2 fournisseurs là-bas, eh bien, ont fait un sondage auprès de leurs clients et qu'en fait, 60% de leurs clients ne regardent plus leur afficheur déporté qu'une fois par mois. Vous voyez? C'est pas évident hein, pour faire du réglage en temps réel, hein, voilà. Sachant qu'une fois par mois, alors qu'on est encore en fin de phase de déploiement, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on s'en lasse vite de ce truc. Voilà. Sauf que ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudrait absolument qu'on ait cet afficheur déporté parce que comme ça, on pourra mieux gérer notre consommation. Évidemment, le corollaire, c'est toute l'irradiation qui va avec, parce que nos appareils électriques qui ont de plus en plus, sans que vous le sachiez nécessairement, des puces intégrés pour la domotique, d'accord? Eh bien, ces appareils, ils ont malheureusement bien la possibilité d'émettre évidemment des rayonnements, comme je vous disais, et tout ça en mode montant et en mode descendant. On va pouvoir avec ça avoir des informations très très fines sur l'usage de chaque appareil électrique. Donc on pourrait pouvoir compléter encore plus le profil que l'on peut avoir sur vous, sur quand est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous utilisez quand, et en déduire tout un tas de choses sur vos habitudes, vos goûts, etc. C'est bien, c'est monnayable, hein, voilà. Et puis, dans l'autre sens, eh bien, on va pouvoir commander individuellement tel ou tel appareil pour faire ce fameux effacement dont je vous parlais. Si jamais en heure de pointe, eh bien, les gens ne sont pas assez dissuadés de consommer par les tarifs dissuasifs dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Tarifs dissuasifs étant pas évident parce que malgré tout, si vous êtes une famille à peu près classique et que vous rentrez du boulot ou bien vous avez des enfants, puis le soir vous faites à manger, etc., vous ne pourrez pas les éviter les heures de pointe. Ou alors il va falloir, je sais pas, cuisiner à minuit avant de se coucher ou à 3 heures de l'après-midi, je sais pas, planifier quelque chose, s'organiser entre vous. C'est pas évident. Voilà. Sachant que donc, la deuxième vague, suite à cette préparation de l'opinion par au moins 25 articles relayant le rapport de la Cour des comptes et demandant à ce que Linky fasse plus pour le consommateur, le deuxième étage, c'est la pétition de l'UFC Que Choisir, qui elle aussi très médiatisée, est arrivée à peu près un mois plus tard, sous un titre axé sur quelque chose de très consensuel, c'est-à-dire « Refusons de payer pour Enedis », d'accord, mais qui en fait derrière indique quoi? Je vous donne la première phrase des 2 demandes.
L'accès libre, donc il demande, en exigeant l'accès libre et simple à l'information sur votre consommation pour en faire un véritable outil de maîtrise sur la consommation énergétique. Alors ça veut dire quoi ça? Un outil de lecture en gros de votre consommation en temps réel, à votre avis? Ça veut dire ça. Exactement. Mais ça, c'est, on peut dire, le cheval de Troie, parce que ça va permettre quoi? Une fois que vous aurez réclamé à coup de pétition, ou c'est vous-même qui demandez ce boîtier, qui, je le répète, est inclus en Angleterre dans le package, d'accord? Il est inclus. Mais par contre, en France, il n'était pas inclus parce qu'il était prévu qu'en fait, on le finance, nous. Donc auprès des fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas inclus, sauf pour les HLM qui pourront être les cobayes du système, parce que les personnes en HLM, on le leur donnera gratuitement, c'est-à-dire traduction, on leur imposera, pour que, quelque part, ils le testent. Hein, voilà, parce que ce sont des personnes à revenus modestes, et donc il faut forcément les aider avec ce genre de système très utile pour gérer leur budget. Voilà. Donc, il faut se souvenir que ça, c'est le ticket d'entrée, si vous voulez, chez vous, entre autres, pour que vous acceptiez ce fameux module, parce que vous allez pouvoir avoir l'afficheur déporté. Mais le corollaire, c'est qu'on va pouvoir avoir une communication entre l'émetteur radio Linky, donc encastré dans le Linky, et des appareils électriques ou des radiateurs connectés. Vous voyez, regardez, radiateur connecté adaptant sa consommation à un signal tarifaire. Ça veut dire que si vous ne vous y retrouvez pas, vous, dans les 11 plages chrono-horaires différentes, on va pouvoir préprogrammer de toute façon ces appareils connectés de manière à ce que ce ne soit pas vous qui décidiez quand ça s'allume ou pas, mais ça soit l'appareil qui s'allume quand il sait que, par exemple, ça va être moins cher. D'accord? Donc, je ne sais pas, vous chaufferez plutôt à 3 heures de l'après-midi ou autre, parce qu'à 7 heures, c'est trop cher, l'appareil, il le sait. D'accord? Donc, il va vous faire des économies. Voilà. Voilà. Donc, on a dit un tarif dissuasif, si possible. Et si ça ne marche pas, eh ben, on passe à la coupure. Alors, la coupure spécifique de chaque appareil, éventuellement, ou une réduction de puissance généralisée pour tout le monde. D'accord? Alors, c'est par exemple la réduction de puissance, ça s'appelle un écrêtement de puissance, c'est le projet Solène en Bretagne, auquel d'ailleurs l'UFC Que Choisir participe, d'accord, et qui vous permet de recevoir un petit texto peut-être, enfin en tout cas être averti un tout petit peu avant, et on vous réduit ensuite en période de pic de consommation, on vous réduit la puissance disponible pourtant d'après votre abonnement. Donc quelque part, vous essayez de lancer quelque chose et crac, ça saute, parce que malheureusement, ben là c'est l'heure de pointe et vous avez moins de puissance que d'habitude. Voilà. Alors, l'idée, voilà, c'est donc de transposer à des moments où vous en avez besoin leurs contraintes. On arrête les tarifs heure pleine, heure creuse. D'accord? Tout ce qui est tempo, JP, tout ça, c'est appelé à disparaître aussi. Bien sûr, il faudra qu'ils renégocient les contrats avec vous, mais bon, ils essaieront de vous faire quelque chose d'alléchant. Voilà. Vous pouvez avoir les détails dans cet article. Donc, ça s'appelle une grille tarifaire beaucoup plus complexe. C'est la Nouvelle République, ça date de avril 2016. Une grille tarifaire beaucoup plus complexe. Et donc, dans la Nouvelle République, il vous détaille effectivement le fait que, en fait, Enedis sait qu'on va avoir du mal à s'y retrouver, mais que ce sera les machines qui vont quelque part s'autogérer. D'accord? Alors voilà, l'objectif pour le client sera de répartir sa courbe de consommation et donc d'éviter les pics imposant un abonnement plus cher. Donc c'est vous qui devez gérer. Et puis on nous dit par quels moyens le client sera aidé, soit par des systèmes de pilotage, donc équipement supplémentaire, ça veut dire donc payant, soit par son matériel électroménager qui sera de plus en plus connecté et reconnaîtra les tranches tarifaires. Voilà. Donc en fait de consommateur, vous déléguez surtout votre libre arbitre à des machines et à des influences extérieures avec des tarifs qui sont décidés pour dire que là c'est plus cher, donc ce n'est pas le moment où vous allumez le chauffage. Voilà, par exemple. Alors pour finir, vous voyez un petit exemple, puisqu'on parlait de l'effacement, un petit exemple outre-Atlantique, d'accord? Voilà, là c'est au Québec, donc Hydro-Québec, la compagnie d'électricité, pourrait débrancher les chauffe-eau par temps froid. Ça commence, hein, voilà. Voilà, alors la coupure à distance, justement, en France ça a été testé. Je vous parlais de la Bretagne. Le projet Greenlease l'a testé à Grenoble et à Lyon. J'insiste un peu parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. On a des commentaires, par exemple, sur YouTube. On a mis une conférence qu'on vient de faire à Colomiers, justement. Et il y a une dame qui dit, oh là là, voyons, couper à distance les appareils, en gros, quelle idiotie. Enfin bref, voilà.
Le problème, c'est que cette dame est très mal renseignée, parce qu'effectivement, déjà, si elle regarde cet article-là du Figaro, vous voyez, Linky, donc UFC Que Choisir, lance une pétition pour dénoncer le financement des compteurs. Vous avez compris que c'est pour beaucoup d'autres choses aussi. Eh bien, on y voit dedans ce paragraphe. Nicolas Mouchnino, donc de l'UFC Que Choisir, mentionne notamment l'enjeu de la transmission en temps réel de la consommation énergétique, pour l'instant non effective. Ça veut dire que pour le moment, ce n'est qu'une transmission une fois par 24 heures de l'historique sur 24 heures de votre consommation. D'accord? Ce n'est pas du temps réel. Mais on nous dit celle-ci pourrait permettre un éventuel effacement. Vous savez ce que c'est maintenant, un effacement de consommateurs en cas de pic imprévu ou en cas de surconsommation, de repérer rapidement quels sont les appareils concernés. Voilà, donc ça peut être très clair. Et donc à Greenlease, le projet Greenlease a testé à Lyon, je vous invite à regarder cet article de rue 89, donc, qui date donc du 9 mai 2016. Greenlease testé à Lyon, le réseau électrique du futur peu convaincant. Effectivement, donc ils ont demandé à 400 volontaires de tester la coupure de leur chauffage, en gros, pendant 1 heure, et puis de voir ce qui se passait. Donc ils prennent la main sur le système de pilotage des consommateurs, et puis derrière, on regarde ce que ça donne. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en fait, après 24 heures, on avait, entre guillemets, reperdu, à cause d'une surconsommation postérieure, 95% des gains qui avaient été faits en coupant le chauffage antérieurement. Vous voyez comme ça marche. Donc la conclusion du journaliste, là, c'est il s'agit donc plutôt d'un report de la consommation et les économies d'énergie sont donc minimes. Mais c'est parfait parce que le report, c'est pour leur bénéfice. D'accord? C'est clair. Ça veut dire que vous aurez froid, mais votre consommation, ce sera plus tard. Voilà. Et puis l'alternative, comme je vous disais, c'est la réduction carrément de toute la puissance. Ce n'est pas la coupure de tel ou tel appareil, c'est la réduction de puissance disponible. Si vous utilisez trop, ça disjoncte. Et ça, c'est le projet Solène, dont UFC Que Choisir, que vous pouvez voir en bas à droite, est partenaire. Et voilà, ça permet l'écrêtement de puissance. Et l'écrêtement de puissance, on vous explique que le client sera prévenu un petit peu d'avance. Mais un petit peu d'avance, je ne sais pas si c'est un texto quelques heures avant, en fonction de leurs contraintes qui varient, ou pas. Donc effectivement, déjà, en termes de consommateur, vous voyez qu'en fait, un des projets principaux là, de tout ça, ce n'est pas vraiment à l'avantage du consommateur, quoi, c'est clair. Plutôt au désavantage, voilà. Alors en termes de facture, on vous a dit que ça allait baisser. Le problème, c'est que l'expérience sur les autres pays nous montre plutôt le contraire. Le film Take Back Your Power, dont je vous parlais tout à l'heure, vous montre qu'en Amérique du Nord, en Australie, etc., les cas d'augmentation de facture assez chroniques sont nombreux. En Italie aussi, on a un article justement que l'on peut vous fournir en italien et la traduction également en français. Ça parle de la colossale truffa des compteurs intelligents, en gros. Je ne parle pas italien, mais voilà, c'est pas moi qui ai fait la traduction, rassurez-vous. Voilà, alors par exemple, cet extrait de Take Back Your Power, vous voyez des augmentations de factures. Vous voyez en dessous, peut-être vous ne le lisez pas, mais c'est un titre de journal donc, qui nous dit voilà, qu'une entreprise d'électricité doit faire face à un audit concernant les compteurs communicants alors que les factures d'électricité augmentent. En République dominicaine, des gens qui carrément font des émeutes, qui démontent leurs compteurs et qui vont les poser devant la société d'électricité parce que leur facture double. Voilà. On a des témoignages qui parlent, en fait, des factures qui augmentent. Alors, je ne dis pas que tous les compteurs, peut-être, sont mal réglés, mais il y en a certains qui doivent l'être parce qu'on a des envolées hallucinantes chez certaines personnes des consommations, quoi, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. On a également des disjonctions à répétition, donc on va essayer de comprendre pourquoi ça disjoncte. Enedis nous dit c'est parce qu'avant, on nous faisait une fleur et maintenant, c'est précis. Mais ce n'est pas ça, on va le voir. Et puis, on a parfois des appareils à remplacer, à nos frais, bien sûr. Donc, ça, pareil, ça augmente les coûts. Appareils à remplacer parce que soit ils sont endommagés lors de la pause, qui parfois c'est fait de façon un peu sauvage, ou on n'a pas bien rebranché, on a rebranché le fil de phase avant de rebrancher le fil de neutre et le neutre est tout crame, si on peut dire. Voilà. Et puis, sinon, on peut avoir des appareils qui ne supportent pas le CPL. Vous savez, les fameuses impulsions, là, quand vous avez des trucs à 63 000 ou 74 000 Hz, c'est beaucoup plus que ce qui a marqué sur l'appareil. Il y a marqué 50 Hz sur l'appareil. Voilà. Donc, voilà, il y a des exemples de choses qui s'envolent ici. Voilà, des gens qui ont une facture à 2 200 € annuels au lieu de 600 avant la pose du compteur Linky.
Vous avez le forum de Que choisir qui est très intéressant, avec certains témoignages sympathiques. Ici, gros souci suite à l'installation du compteur Linky. Alors, il s'agit d'une maison de 3 logements et c'est le compteur de la minuterie qui, jusqu'ici, tournait autour de 200 kWh annuels en consommation. Et là, on nous annonce 15 327 kWh. Il y a peut-être un léger souci. Voilà. Sachant que, voilà, on nous dit ça a été prélevé, hein, en gros, et les factures à venir sont basées sur cette consommation. EDF a déjà prélevé la somme de 2 680 €. Et la facture de régularisation qui vient de tomber, près de 4 mois après, se cale toujours sur cette consommation astronomique. Voilà. Poser une question sur ce sujet. Oui. J'ai un prélèvement automatique mensualisé. C'est pas une bonne idée de le garder. Vous me l'ôtez de la bouche, monsieur. Effectivement, si vous avez le risque d'un compteur Linky, ou si vous l'avez déjà, ou si vous avez des amis qui l'ont, recommandez-leur surtout d'arrêter le prélèvement automatique. Parce qu'une fois que c'est parti, vous n'êtes vraiment pas sûr de revoir les sous, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Absenté de chez lui pendant un mois, au retour, il a eu 1 000 € d'électricité à payer, alors qu'il n'a rien consommé pendant ce mois-là. Ce monsieur qui est parti pendant un mois, donc il y a eu 1 000 € de consommation, enfin, soi-disant, pendant son absence, il avait un Linky ou pas ? Il avait un Linky? Oui, oui, ça évidemment. Alors ça n'aide pas peut-être. Alors juste pour une petite information quand même, ça peut y avoir des pistes à explorer. Vous avez un monsieur de Noiset, donc en Touraine, qui avait fait partie de, voilà, c'est la zone de test, la Touraine et Lyon, hein, donc la région lyonnaise. Autour de 2010, 2011, 2012, ils ont installé des compteurs Linky un peu en avant-première pour tester. Eh bien, ce monsieur, il a sa facture qui depuis est multipliée par 4, alors qu'il se chauffe au bois et au gaz. Donc il ne comprend pas trop. En fait, il a eu une information, c'est quand, en fait, il est allé, il fait partie des à peu près 3% maximum de personnes qui ont été ouvrir leur espace, vous savez, sur le site internet, par exemple, du fournisseur, pour vraiment suivre leur consommation. Actuellement, il n'y a pas l'afficheur des portées, dont on a vu que l'utilité pouvait être douteuse. Mais pour le moment, en fait, si vous voulez suivre votre consommation quand vous avez un Linky, il faut aller sur un site internet et vous voyez votre consommation du jour d'avant. Donc il y a, apparemment, d'après la Cour des comptes, entre 1,5 et 3% seulement de gens qui ont fait l'effort d'aller suivre leur consommation, d'ouvrir leur plateforme au moins, d'ouvrir leur espace sur cette plateforme. Autant dire que ça ne déchaîne pas les foules, quoi, hein, pour le moment. Alors, ceci dit, les personnes qui peuvent avoir une surfacturation importante, évidemment, sont motivés pour essayer de comprendre, pas comment faire des économies, enfin si, mais plutôt pour comment retrouver leur facture d'avant. Donc là, ce monsieur, il a pu analyser un peu sa courbe de consommation et il a vu qu'il avait sans arrêt, de 1 heure à 3 heures, l'après-midi ou la nuit, un pic de 2 heures de consommation extrême. Et en fait, il a compris quelques mois plus tard, en voyant un moment, la nuit, se couchant tard, que son chauffe-eau se déclenchait. Son chauffe-eau se déclenchait et quitte à avoir, on va dire, une température très très importante. En tout cas, il a décidé de couper la journée. Donc il n'avait plus que le chauffage la nuit, donc du chauffe-eau, les 2 heures de nuit, et il avait de l'eau chaude le matin, mais sa facture avait considérablement diminué. Et puis, il a constaté que ça réaugmentait. Alors, que le matin, il avait de l'eau bouillante. Alors, il a regardé et en fait, il a vu que les 2 heures nocturnes étaient passées à 4. Peut-être pour compenser les 2 heures de manque à gagner de l'après-midi qui était coupé, allez savoir. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est donc que le chauffe-eau a été quelque part déconnecté. Ils y ont mis une minuterie, un minuteur analogique, donc pas numérique, un truc qui ne peut pas être déclenché à distance par un signal tarifaire, justement. Et du coup, maintenant, il a des factures qui sont devenues beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Donc en fait, son extrême surconsommation semblait provenir d'une activation à distance de son chauffe-eau, peut-être par le nouveau système, allez savoir. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est justement le fait donc que, s'étant débrouillé pour couper cette alimentation pendant la journée, il y avait eu un report pendant la nuit des 2 heures de non-chauffage de l'après-midi. Sympathique, voilà. Bon, alors le souci, c'est qu'effectivement, quand on a un souci, quand on veut faire une réclamation, on n'obtient pas souvent gain de cause. C'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper le paiement, ne pas garder son prélèvement automatique. Ça, c'est un couple de fois. On leur installe à Linky fin février 2016. Vous devinez, je pense, à quel moment, sur cette courbe, les 2 mois qui ont suivi correspondent à une facturation, une consommation, on peut dire, qui est l'équivalent de toute une année.
d'habitude. Ce sont des octogénaires, ils n'ont pas vraiment de besoins importants, ils ont une télé, ils ont un chauffe-eau. Oui, ça va. Ils ont un chauffe-eau, ils ont également un radiateur électrique d'appoint dans la salle de bain, ils se chauffent avec un insert. Bon, voilà, ils n'utilisent pas beaucoup d'électricité. Ils ont des radiateurs, mais qu'ils n'utilisent pas puisqu'ils ont un insert. Et donc, ça fait 40 ans qu'ils habitent dans cette maison, ils n'ont pas de variation de consommation, et crac, on leur installe un compteur, et hop, ils se rendent compte 4 mois plus tard, avec la facture de régularisation, qu'on leur réclame plus de 500 €. Alors au départ, ils appellent, on essaye de les enfumer en leur disant mais c'est normal, c'est l'État qui s'est opposé à une augmentation des tarifs, donc c'est un rattrapage. Ce qui est complètement faux puisque c'est les index là qui augmentent, donc ce n'est pas une histoire de rattrapage tarifaire. Bon, comme ils connaissaient le collectif, ils nous appellent, on les aide à appeler et à faire ouvrir une réclamation par EDF auprès d'Enedis. Un technicien d'Enedis vient, arrivant en disant vous savez moi ces compteurs j'y connais pas grand-chose. Donc voilà. Oui, alors c'est dommage parce que les gens ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour enregistrer, mais ça aurait été pas mal. En tout cas, il n'a rien trouvé. Il les avait prévenus d'ailleurs que s'ils ne trouvaient rien, il faudrait qu'eux assument financièrement le coût de la visite du technicien. Donc les gens reçoivent une lettre d'EDF leur disant bon, on sait que ce n'est pas très satisfaisant, mais si ça se trouve, c'était votre compteur d'avant qui comptait mal. Voilà. Alors, ce n'est pas tellement surprenant parce que c'est une terminologie ou une excuse qui a déjà été utilisée outre-Atlantique. Vous l'entendez dans Take Back Your Power, ce n'est pas nouveau. Mais enfin, EDF était sympa, il leur disait qu'il ne leur demanderait pas un rattrapage sur le non perçu, si vous voulez. Qui aurait été d'ailleurs très difficile à évaluer parce que comment est-ce qu'on aurait pu savoir combien leur ancien compteur aurait dû leur comptabiliser. Vous voyez, bon, bref. Mais par contre, ils leur disent, puisque depuis l'été, votre consommation a bien considérablement diminué, ça doit être que peut-être c'est vos appareils qui ont dysfonctionné. Voilà. Mais on peut s'interroger parce qu'ils auraient dysfonctionné donc entre la date de la pose du compteur Linky et la date de signalement du problème à la réception de la facture de régularisation. Sachant qu'on a un compteur qui est modifiable à distance quand même. Donc on peut se poser la question. D'ailleurs, un outil de métrologie qui est modifiable à distance, est-ce bien légal? Voilà. En tout cas, ces personnes donc ont fait appel au médiateur de EDF, puis au médiateur de l'énergie. On leur a proposé royalement 50 € de rabais, puis un étalement de paiement. Voilà. Alors, leur fille a continué les démarches auprès du médiateur de l'EDF. L'EDF a proposé 60 € de plus de rabais, mais toujours un étalement de paiement, de l'énergie au niveau national. Et puis après, finalement, comme leur fille ne pouvait plus s'en occuper et qu'il fallait aller au procès, et qu'ils ne s'en sentaient pas de le faire, ils ont payé. Voilà. Alors, ils ne nous ont pas contactés, ils ont payé. Alors, malheureusement, si vous voulez, là, c'est un peu David contre Goliath, sauf que si tous les David s'écrasent et payent, évidemment, il n'y a rien qui les encourage à arrêter ce genre d'abus. Donc, il faut s'unir, il ne faut pas céder, il faut se rapprocher d'associations, de collectifs, etc., pour être épaulés et résister, ça c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième point, c'est les fameuses disjonctions à distance, les disjonctions à répétition, qui obligent beaucoup de gens, quand ils ont un compteur Linky installé, à passer un abonnement plus cher. Comment ça marche? Alors, vous avez des articles croustillants, justement, sur ces disjonctions à répétition. Ici, c'est donc Linky use les nerfs de 2 octogénaires. Voilà, c'est la Nouvelle République aussi. Des octogénaires qui, 15 fois par jour, sont obligés de descendre l'escalier pour relancer leur Linky quand la pompe à chaleur se déclenche, parce que ça disjoncte. Voilà. Évidemment, c'est nouveau. Alors, pourquoi est-ce que ça disjoncte? En fait, il y a 3 raisons, dont 2 sont liées au disjoncteur. Première raison liée au disjoncteur. Quand vous avez normalement un système actuel, ça disjoncte, mais c'est le disjoncteur qui coupe. Par exemple, vous avez un abonnement de 6 kW ou 6 kVA. On va y revenir, c'est pas pareil. Mais bon, ils ont changé les unités à un certain moment. Admettons 6, d'accord? Votre disjoncteur est réglé sur 30 ampères quand vous avez un abonnement de 6 kW ou de 6 kVA. Et il va disjoncter à 30 ampères. Il va disjoncter selon l'ampérage. Si on multiplie au niveau, pour avoir la puissance, si vous voulez, résultante entre la tension, les ampères, etc., en fait, si vous payez un abonnement de 6 kW ou de 6 kVA, vous avez en fait une possibilité d'aller en puissance jusqu'à 6,9 kW ou kVA, grâce au fait que c'est le disjoncteur qui coupe étant réglé à 30 ampères.
d'accord, et que le disjoncteur coupe en fonction des ampères. Qu'est-ce qui se passe en fait avec Linky? Le Linky ne coupe, c'est lui qui coupe en fait. Il court-circuite, on pourrait dire un peu, le disjoncteur, c'est lui qui coupe. C'est le Linky qui coupe. Mais il ne coupe plus en fonction d'un ampérage à 30 ampères, par exemple. Lui, il coupe en fonction d'une puissance, et la puissance des 6000, ou des 6000 VA, donc des 6 kVA. D'accord? Donc lui, il coupe à 6 kVA. Avant, c'était le disjoncteur qui coupait, et il vous laissait aller jusqu'à 6,9 kVA. Donc vous perdez ce 0,9, quoi. Et ça représente quand même 13% de puissance disponible. Alors c'est là quand même que, évidemment, ça c'est complètement mathématique, il n'y a pas d'histoire de subjectif ou quoi que ce soit, c'est très clair. Donc ça veut dire qu'en passant au Linky, Enedis sait très bien qu'on va perdre 13% de notre puissance utilisable de l'abonnement. Alors ils nous disent, oui mais c'est parce qu'avant vous faisiez une fleur, avant vous utilisiez plus finalement, plus que ce à quoi vous aviez droit. Mais le problème c'est pas ça, c'est qu'ils avaient, bon c'était un aspect technique, ils avaient dimensionné l'ampérage de cette manière-là, et donc c'était tout à fait inclus dans le prix, ils avaient dimensionné également vos tarifs d'abonnement en conséquence. D'accord? Donc là, ils vous demandent quelque part de réduire, mais surtout ils ne vous le disent pas. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxième élément qui fait que, qui est une conséquence du fait que c'est le Linky qui coupe et pas le disjoncteur maintenant, c'est qu'en fait, le disjoncteur, il ne coupait pas immédiatement. Il avait une phase de chauffe de ses appareils, si vous voulez, de ces installations, qui faisait que si vous utilisiez un petit ampérage supplémentaire, vous aviez quand même un certain nombre de secondes avant que ça coupe, sauf s'il y avait un gros court-circuit, là ça coupait tout de suite. Bon. C'était bien qu'il y ait ce décalage dans le temps, c'était très utile, c'était respectueux de quelque chose, du fait que nos appareils, en particulier nos appareils à moteur, ça peut être aussi les machines à laver, donc les pompes à chaleur, comme on l'a vu, les machines-outils, etc., s'il y en a qui bricolent, les pompes de piscine, enfin des tas de choses, ont une phase de chauffe eux aussi, où ils utilisent une puissance de 2, 3, 4 fois supérieure à la puissance nominale qu'ils vont utiliser ensuite. Et là, qu'est-ce que ça fait quand le Linky coupe immédiatement, au lieu que ce soit le disjoncteur qui coupe un tout petit peu après, alors que la phase initiale de chauffe des appareils est passée? Eh bien, c'est qu'on vous oblige à surdimensionner votre abonnement pour inclure cette phase initiale de chauffe des appareils à moteur. Et du coup, alors que ensuite la puissance que vous utilisez va être celle-là, on vous oblige à avoir un abonnement là, pour pouvoir inclure le pic des quelques premières secondes. Voilà. Et ça, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout une fleur qui nous faisait, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner. Donc, ça fait qu'effectivement, vous avez des tas de personnes qui sont obligées de prendre un abonnement plus cher, y compris des commerces aussi, etc. Avec des fois des choses extrêmes, hein, voilà. Des églises qui doivent passer de 9 à 18 kVA par exemple, voilà, des bouchers, là c'était dans la province, des bouchers qui ne peuvent même plus faire fonctionner la rôtissoire, ils ont augmenté leur abonnement énormément, mais à chaque fois que la rôtissoire s'allume, crac, ça disjoncte. Dans le même article, un pressing qui doit tout couper, y compris la climatisation et tout le reste, et qui fait passer les machines sur l'heure du midi quand il s'en va, parce que sinon ça coupe, etc. Regardez, vous avez la troisième raison, enfin, donc les deux premières étaient là, la troisième est ça, Linky coupe en fonction d'une puissance qui est en kVA, en kilovoltampères et pas en kilowatts. Alors je vais essayer de vous expliquer ça simplement. C'est la troisième raison pour laquelle ça disjoncte plus tôt et pour lesquelles vous devez prendre un abonnement plus cher. Si vous êtes organisé, vous pouvez retrouver des factures d'avant 2010 où votre abonnement avait une unité qui était le kilowatt. Vous aviez par exemple un abonnement de 6 kW. En 2010, ce qui correspond exactement à la phase de test du Linky dans le Lyonnais et en Touraine, on change les unités. Donc, de 6 kW, on passe à 6 kVA. On garde le même chiffre, mais on vous dit bon, ben voilà, c'est pareil, hein, 6 kW, 6 kVA, c'est la même chose. Donc, on ne change pas le chiffre. Et on garde la même chose. Malheureusement, ce n'est pas pareil. Si vous prenez ceci, par exemple, vous avez alors, le comptage sans Linky. En fait, ce qu'on vous facture, ce qu'on appelle la puissance active, vous avez la multiplication des volts par les ampères, d'accord, la tension par l'intensité, multiplié par un coefficient
cosinus phi, qui est un coefficient de déphasage du courant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le cosinus phi, c'est, comme tout bon cosinus, quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Donc, au maximum, il est neutre, et quand il est en dessous, c'est un coefficient minorant. D'accord? Donc, quand on mesure, entre guillemets, la puissance d'un appareil avec ce coefficient minorant, eh bien, évidemment, si on enlève le coefficient minorant, la puissance perçue par l'utilisation de l'appareil augmente. Donc là, par exemple, quand vous avez des appareils avec des résistances chauffantes, du genre des fours, des fers à repasser, etc., le cosinus phi, il est égal à 1. Donc ça ne change rien. Par contre, quand vous avez en fait des appareils plus type appareil à moteur, mais ça inclut donc les machines à laver, ça inclut également l'électronique, ça inclut également les lampes fluo compactes, etc. Vous avez en fait, donc pas que les appareils à moteur en fait, vous avez à ce moment-là un cosinus phi qui va être bien inférieur. Alors pour schématiser, les lampes fluo compactes, elles ont un cosinus phi qui est autour de 0,5 à peu près. Sans avoir fait Polytechnique, sans être très doué en maths, on comprend que si on multiplie un truc par 0,5, on le divise par 2. Et que si on enlève la multiplication par 0,5, ça double. D'accord? Alors, ce n'est pas tout à fait 0,5, mais c'est quand même assez proche de ce chiffre-là, pour les lampes fluo compactes. Et puis, pour des choses comme les pompes à chaleur, justement, pour les machines à laver, etc., etc. Ça va être la même chose. Hein. Alors, l'idée générale, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où on vous a dit que c'était pareil, eh ben, en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qu'à changer sur votre facture, et c'est pas faux, il n'y a rien qu'à changer pour vous, concrètement, tant que vous n'avez pas Linky. Mais quand vous avez Linky, la coupure, elle se fait avec une puissance. Vous tapez sur un Linky, vous avez des boutons et vous faites défiler la puissance de coupure et vous avez par exemple 6000 VA. Donc la coupure, elle se fait en VA, en volt-ampère. Or, on sait que ce n'est pas la même chose et on va l'illustrer très simplement avec donc ce petit dispositif. Alors je vais devoir passer par l'autre côté, je crois, avec le câble, si je peux. Donc, je vais demander à une personne volontaire de venir nous lire les chiffres sur ce petit boîtier ici. Donc je vais essayer de vous protéger les yeux de la lampe. Alors, le principe général, c'est qu'on a une première ligne en watts, une deuxième ligne en volt-ampère. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va, pour les besoins de l'expérience, dire qu'on a un abonnement de 45. Il s'appelait 45 watts avant. On nous a dit, maintenant, il va s'appeler 45 volt-ampère, mais ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Alors, on va voir avec cette lampe fluo compacte combien, en gros, la puissance en watts était. Et puis, si on la mesure en volt-ampère, qu'est-ce qu'elle devient? Et est-ce que ça a un impact ou non sur le nombre de lampes qu'on peut allumer avec notre même abonnement de 45? Alors, la première ligne, monsieur, si vous voulez regarder, en gros, ça varie un peu, mais qu'est-ce que vous lisez? Alors, je lis sur le compteur classique 1,2 kWh. Pardon, ici, c'est là. Pardon, excusez-moi, 20,7, 20,8. D'accord. 20,7, 20,8, vous avez un abonnement de 45 watts, puisque c'est 20,6, 20,8 watts. Vous avez un abonnement de 45 watts. Combien de lampes pouvez-vous allumer? 2 maximum. Oui, 2 maximum. Donc vous avez un abonnement qui vous permet d'allumer 2 lampes. Maintenant, la deuxième ligne, c'est la puissance de cette lampe si on enlève le cosinus phi, tel que mesuré en volt-ampère. Qu'est-ce que vous lisez sur la deuxième ligne? Alors, je lis 34,935 VA. Voilà. Donc, si on mesure la puissance en volt-ampère sans mesurer avec le cosinus phi, cette même lampe, soudain, est déclarée comme ayant une puissance, utilisant une puissance de 35. Comme on n'a pas changé, on a juste changé l'unité, mais on a gardé à 45 notre dimensionnement de l'abonnement, on a le droit d'allumer combien de lampes avec notre abonnement maintenant? Une seule. Oui, une seule, exactement. Et on nous dit, si vous voulez toujours continuer à allumer vos 2 lampes, il faut payer plus cher. Il faut prendre un autre abonnement. Merci, monsieur. Ça va encore défavoriser les classes les moins aisées. Ah oui.
c'est sûr que les personnes qui ont des problèmes financiers, évidemment, ne sont pas aidées. Alors, on est d'accord, on a des sources de surcoût liées à des appareils parfois peut-être mal réglés, comme on l'a vu. Deuxièmement, liées à des disjonctions à répétition, pour les 3 raisons qu'on vient d'évoquer. Et potentiellement avec des problèmes d'appareil. Donc je termine là-dessus et je vous donne la parole. Un appareil qui brûle ou qui effectivement, disons, grille, peut potentiellement évidemment être à remplacer, peut potentiellement être aussi une source d'incendie. Hein, on pourra revenir sur les incendies si vous voulez. Alors là, regardez cet exemple. Hein. Ce matin, je suis chez mes beaux-parents. À 11 h, un compteur électrique Linky est posé. À 13 h, le lave-vaisselle prend feu. À 15 h, le téléphone fixe grille. Le micro aussi, et la plaque de cuisson ne s'allume plus. Tu appelles Enedis et on te dit que c'est une coïncidence. Voilà. Alors c'est sympathique, hein, sachant que des exemples comme ça, voilà, malheureusement il y en a pas mal. Alors ça peut être lié à la pose, qui peut être mal faite, hein, un mauvais rebranchement, mais ça peut être lié aussi, puis des fois ça arrive dans la foulée, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Ça peut être peut-être lié aussi au CPL, au courant porteur en ligne, qu'on ne supporte pas. Et on y reviendra. Vous avez vu, quand on voit à 13 h, le lave-vaisselle prend feu, heureusement qu'ils étaient à la maison. Vous imaginez, hein? Parce que là, sinon, bonjour. Donc après, on peut nous dire hein, dans les articles, ah oui, mais l'expert dit que ce n'est pas le compteur Linky. D'accord, mais enfin, il y a quand même peut-être un petit lien de cause à effet. Et même si c'est le lave-vaisselle qui a pris feu, on nous dit que ce n'est pas un problème, c'est pas le compteur Linky qui a pris feu. Le feu ne venait pas de là. Mais ce n'est pas le problème du feu du compteur uniquement, c'est le système dans son ensemble, avec toutes les fréquences qu'on envoie. Et peut-être les modifications, les surtensions et autres qui sont liées à tous ces ajustements. D'accord? Donc on a beau jeu de dire, regardez, l'expert dit que ce n'est pas du compteur qui est parti l'incendie, mais si on installe un compteur Linky et que dans la foulée la maison prend feu ou tel appareil prend feu, il y a quand même peut-être vaguement un lien, surtout si l'expérience est répétée, quoi, hein.